Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bien, j'avais envie de débuter l'année, non pas avec un invité purement politique, mais avec un invité qui va nous parler de politique, mais autrement. On a le temps, hein. Avant de recevoir des politiciens, je vais les recevoir, évidemment, comme nous l'avons fait tout au long de l'année 2024, mais nous le ferons évidemment en 2025. Notre invité ce matin, Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour, tous mes voeux. Tous mes voeux, vous êtes directeur général de l'IFOP, votre dernier livre, Parlons-nous tous la même langue, aux éditions de l'Aube, avec Brice Sokol, c'est cela ? Tout à fait. Hein ? Et vous avez reçu le prix de Garfort, d'ailleurs, pour ce livre. Bien, nous allons regarder la vie politique et nous allons réfléchir à ce que pensent et ce que croient les Français. Et vous savez combien nous sommes attentifs ici à Sud Radio. Vous connaissez bien Sud Radio parce que nous sommes partenaires de l'IFOP, fiducial, Sud Radio, partenaire maintenant historique de Sud Radio, Frédéric Dabi. Et donc, nous savons vous analyser les sentiments des Français, l'insatisfaction, la satisfaction aussi, les désirs des Français en ce début d'année 2025. Il est bon de réfléchir à tout cela et de commencer avec ce monde politique qui est en pleine ébullition, cette vie politique. Alors, les vœux d'Emmanuel Macron, je vais commencer, puisque, en fait, il a lancé l'année politique, Emmanuel Macron, mardi soir. Il dit « Je voudrais soumettre aux citoyens des sujets déterminants pour la nation ». Alors, soumettre aux citoyens des sujets déterminants pour la nation, ça veut dire quoi ? Il n'a pas prononcé le mot référendum. Mais c'est peut-être le mot de ce début d'année, référendum, Frédéric Dabi. Oui, vous avez raison, surtout que 2025, c'est 20 ans après, Jean-Jacques, le dernier référendum. Le fameux référendum du 29 mai, vous l'aviez suivi comme journaliste, moi comme sondeur. C'était une période incroyable où, rappelez-vous, sur un texte très compliqué, on a eu le pays qui s'est passionné, qui est rentré dans sa dispute nationale avec 70% de participation. Et il y a eu, on le voit encore dans nos enquêtes qualitatives, quand on fait parler les Français sur l'histoire politique, une déception parce que, dans un sens, les résultats de ce référendum n'ont pas été vraiment respectés avec le traité de Lisbonne 3 ans après. Mais c'est vrai que le président... Les Français avaient dit non. Non, à 55%. À 55%, et finalement, ça a été oui. Oui, ça a été non, mais finalement, il y a eu un traité bis qui a été voté par le Parlement. Maintenant, c'est vrai qu'il a parlé, il est fréquent qu'il parle de référendum. Il en a parlé au moment des Gilets jaunes, au moment du grand débat, au moment des entretiens de Saint-Denis. Là, il a été beaucoup plus clair. Il a dit que c'était la 3e partie de son intervention des vœux. Après ce clip vidéo assez intéressant, ces images innovantes. Ces vœux étaient d'ailleurs pour moi les meilleurs depuis 2017. Je partage votre point de vue. C'était déjà innovant avec ces images. Et ce qui était intéressant, ces images, c'était la continuité parfaite de ses vœux du 31 décembre 2023, où il appelait, et là il avait eu le nez creux, si je puis dire, il avait appelé à l'année des fiertés, l'année du millésime français, avec Villers-Cotterêts, l'édit sur la langue, le 6 juin 44, le 80e anniversaire, ces fameux Jeux Olympiques qui ont été un moment assez formidable pour le pays, et Notre-Dame. Et les images étaient la confirmation que impossible n'est pas français. Puis il y a eu cette contrition, là, il est allé beaucoup plus loin que son intervention post-renversement de Michel Barnier. Il a vraiment, confessé une erreur, même s'il l'a dit pour l'heure, même s'il a tricoté avec des éléments qui étaient moins impliquants pour lui, parce que, on le voit dans les enquêtes IFOP fiduciales pour Sud Radio, cette dissolution, cet acte du 9 juin, c'est l'acte de rupture absolue. Ça fait depuis 1958, je n'étais pas né, que l'IFOP suit la popularité présidentielle avec le JDD. On peut comparer le couple Macron-Bayrou, avec le couple de Gaulle-Debré. Jamais une décision d'un président a été non pas rejetée à ce point, rejetée et incomprise. On est passé du président insupportable au président insaisissable. Il doit reprendre la main en purgeant cet acte. Alors, c'est bien beau. Il doit reprendre la main. Mais comment peut-il reprendre la main ? C'est toute la question. Alors, référendum, vous allez me dire, parce que vous analysez tout cela avec attention, référendum. D'abord, il faut un sujet pour un référendum. Quel sujet pourrait être soumis à référendum ? Chaque parti politique a son idée là-dessus. Chacun voudrait sa question. Bien sûr. Donc, il va falloir choisir. Qui choisit ?
Qui choisit? C'est le gouvernement? C'est le président. Bah oui, ça serait le président. Non, c'est le président et le gouvernement. C'est François Mitterrand qui décide, enfin qui a eu l'idée sur Maastricht. C'est Jacques Chirac sur le référendum du 29 mai. On peut remonter. C'est Jacques Chirac et Lionel Jospin sur ce référendum. Rappelez-vous, ça va faire 25 ans en septembre sur le passage d'un septennat au quinquennat. C'est vrai que un référendum, il y a des règles précises. Il y a l'article 11 qu'il faudra changer. Si on veut peut-être soumettre à référendum le sujet dont personne ne parle, qui passionne le plus les Français, qui est le sujet sur lequel il y a le plus grand décalage entre ce que disent les Français dans nos enquêtes et ce que proposent les législateurs, à savoir la fin de vie. Là, il faudra changer la Constitution. Mais sur des questions économiques, sociales, il est possible ou des questions institutionnelles. Oui, mais par exemple, sur la retraite, référendum sur les retraites, mais il y a une grande partie de la vie politique française, des partis politiques qui ne veulent pas de ce référendum sur les retraites. Bien sûr. Bon, référendum sur l'immigration, c'est très difficile, il faut... Alors, sur l'immigration, je le montre dans mon livre, c'est un sujet sur lequel le clivage gauche-droite s'est effondré dans le discours des Français. Il y a un décalage entre une classe politique, vous l'avez montré l'année dernière, arc-boutée sur le clivage gauche-droite dans l'Assemblée, et des Français qui sont beaucoup plus consensuels. Rappelons-nous une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio d'il y a environ un an. 3/4 des sympathisants de gauche favorables à l'expulsion de personnes délinquants, récidivistes étrangers à l'issue de leur peine, et 62% de sympathisants de droite favorables au cas par cas à la régularisation de sans-papiers dans des métiers en tension. C'est un sujet sur lequel le regard des Français, il y a encore des clivages, c'est beaucoup réduit, donc peut-être qu'il pourrait y avoir plus de consensus qu'on le dit, mais c'est vrai que c'est un sujet, et puis on sait ce que c'est qu'un référendum. Ça, c'est toujours l'émetteur qui est jugé. Et ça peut se transformer, quel que soit le sujet, Jean-Jacques, en un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, c'est pas ce qu'il souhaite. Voilà, ben justement, j'allais y venir, parce que Emmanuel Macron dit soumettre aux citoyens des sujets déterminants pour la nation. Bon, ben d'accord, mais référendum ou convention citoyenne. Mais les conventions citoyennes, franchement, ça n'a plus d'impact sur l'opinion publique. Et puis, c'est pas un sujet de décision, c'est une consultation. Celle sur le climat a été un peu ratée, celle sur la fin de vie était plutôt de très très bon niveau. Puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut encore se permettre de parler pour ne rien dire? C'est fini, ça. Ça fait longtemps que l'émetteur Macron est extrêmement abîmé. 3/4 de mécontents dans le baromètre IFOP JDD. Il y a un discours que je trouve extrêmement virulent à son égard. Dissolution, acte incompris. Ce sentiment de déconnexion avec cette triple critique. Un président qui ne nous connaît pas, qui ne nous écoute pas, souviens de la réforme des retraites, qui ne nous comprend pas. Et puis, on arrive à la dernière partie de son mandat, les Français lui font payer l'addition. Le déclin, c'est lui. La dette, c'est lui. Il y a une virulence très forte, et ce qui me frappe pour l'instant, ici et maintenant, c'est un président qui a su rebondir à 4 reprises depuis 2017, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de rebond. Nicolas Sarkozy était bien sûr détesté, mais il y avait du rebond. Il y avait des sympathisants UMP qui le chérissaient. François Hollande était très impopulaire, mais il y avait une sympathie pour l'homme. Aujourd'hui, sur Emmanuel Macron, à part des discours de distinction, c'est peut-être le moins pire, on ne sait pas ce qu'on aurait après lui, il y a très peu de choses qui lui permettraient aujourd'hui, ici et maintenant, je le répète, de renouer avec les Français. Frédéric Dabi, vous avez raison. Et puis, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont bien senti ça, l'ont bien compris. Et eux, leurs vœux, finalement, ils ont une volonté commune. C'est quoi? C'est le départ d'Emmanuel Macron. Ils le disent maintenant. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, ça fait longtemps qu'il le dit, qu'il démissionne, a-t-il dit. Et Marine Le Pen, le chef de l'État, est définitivement déconsidéré. C'est-à-dire qu'elle a encore franchi un palier vers le départ d'Emmanuel Macron. Dites-moi, ils sont alliés, ces deux-là? C'est aujourd'hui les deux candidats qui sont peut-être les plus prêts pour une élection présidentielle, même s'ils ont, il faut rappeler, objectivement alliés. 3 fois perdu l'une et l'autre, 2 fois au second tour pour Marine Le Pen, 3 fois au premier tour pour Monsieur Mélenchon. Non, par contre, je vais nuancer. Là où ils sont en décalage avec ce que nous disent les Français. J'ai parlé de... Oui, et quand je dis ça, je me fais un peu allumer sur les réseaux sociaux, mais j'assume complètement. D'une part, l'IFOP a refusé de poser des questions sur la démission d'Emmanuel Macron. C'est pas... Vous avez refusé? Non, je sais pas. Oui, c'est pas un institut de sondage de poser ce type de questions qui pourraient être exploitées dans le champ politique, mais surtout, j'ai parlé de virulence, de propos très, parfois violents vis-à-vis du chef de l'État, d'un président qui est minoritaire dans toutes les catégories, sauf dans son camp de 2022, mais spontanément, et ma source, c'est le baromètre IFOP JDD d'il y a une dizaine de jours, spontanément, il y a quasiment aucun Français qui appelle à son départ de l'Élysée. Les Français restent sur un agenda 2027,
Emmanuel Macron doit finir son mandat. On n'est pas dans cette logique carmagnolesque, si je puis dire, où les Français attendent que le président ait sa tête au bout d'une pique. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon représentent près de la moitié de l'électorat français. Au premier tour, oui, au premier tour de 2022. Oui. Je rappellerai quand même que la dernière fois que la France Insoumise s'est comptée à une élection, c'est 9,8% aux élections européennes. Ça permet de nuancer aussi. Oui, Sébastien Chenu dit les deux seules offres politiques lisibles et construites sont celles du RN et des LFI. Sébastien Chenu le dit. Il a raison de ce point de vue-là. C'est peut-être une conséquence ultime de ce en même temps, de ce macronisme avec ce bloc central où il y a un magma avec des idées très différentes. Même s'il y a quelqu'un qui ne parle pas beaucoup mais qui est très crédible chez les Français, c'est Édouard Philippe. Et c'est vrai que du côté de la gauche extrême, du côté du RN, il y a aujourd'hui des offres qui sont visibles pour les Français, même si, n'oublions pas que Jean-Luc Mélenchon est la personnalité la plus rejetée chez les Français. Il a un problème de deuxième tour, encore faut-il qu'il y parvienne. Il n'a jamais réussi à le faire depuis 2012. Et Marine Le Pen reste quelqu'un qui a un agenda judiciaire compliqué. Oui. J'allais y venir, justement, tiens, c'est formidable, voilà la transition. On a parlé du mot-clé référendum, et moi je vais vous parler de la date clé qui est le 31 mars. Le 31 mars, rappelez-nous pourquoi le 31 mars. Oui, le 31 mars, c'est le moment où Marine Le Pen va être fixée sur son sort. Et voilà. Et là, c'est essentiel sur le plan politique. Alors, c'est essentiel. Pour l'instant, il n'y a pas une prise de conscience forte des Français. J'ai été frappé dans une enquête IFOP Ouest France sur les événements marquants de l'année. Le procès de Marine Le Pen arrivait en quasiment dernière position, et bien après, le procès de Dominique Pellicot. S'il y a un procès qui a marqué en 2024, c'est quand même celui-là. Mais c'est vrai qu'il y a, une épée de Damoclès sur la tête de Marine Le Pen. Il y a aussi, il faut le dire, un candidat alternatif qui a réussi une année politique 2024 assez exceptionnelle, c'est Jordan Bardella qui a gagné les élections européennes et qui a mené le RN nettement en tête au premier tour aux législatives. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup de Français favorables aux adversaires de Marine Le Pen n'arrivent pas à se projeter dans une Marine Le Pen empêchée définitivement. Marine Le Pen, largement devant dans votre dernière enquête, il n'y en a qu'un qui résiste pas trop mal, c'est Édouard Philippe. Et moi, je me mets à la place des Français. Comment fait-il pour résister alors qu'il ne dit rien ? Oui. Alors, il y a toujours. Alors, il parle quand même un petit peu. Vous avez raison. Il n'est pas dans le combat politique quotidien comme le sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Ou même Gabriel Attal. J'allais dire, comme était Gabriel Attal avant son départ de l'hôtel Matignon. C'est vrai que Édouard Philippe, il a réussi à être un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que on le crédite toujours de ce passage à Matignon, de cette gestion du Covid qui a été jugée extrêmement réussie. Il a quitté Matignon en véritable état de grâce, et puis il a réussi à se déscotcher de l'image aujourd'hui très négative d'Emmanuel Macron. C'est Pompidou en 68-69. La difficulté, c'est que Pompidou, ça a duré qu'un an entre son départ de Matignon et la présidentielle. Lui, ça fera sans doute 7 ans entre 2020 et 2027. Alors, deux questions évidemment politiques qui vont alimenter les conversations dans les prochaines semaines. Le PS va-t-il s'émanciper de la France insoumise? Ça, c'est une première question. C'est une question absolument centrale, puisque, je le répète, le PS a devancé la France insoumise aux élections européennes, qui sont bien sûr passées par perte et fracas, du fait de la dissolution. C'est la question centrale pour le PS. Veut-il redevenir un parti de gouvernement, ou glisse-t-il toujours dans cette dimension très tribunicienne où on appelle de la France insoumise, où on appelle au départ du président, à sa démission, à renverser immédiatement dès le 16 janvier François Bayrou. Moi, je suis frappé par deux choses. La crise de la gauche. La crise de la gauche, depuis 2017, la gauche, aux élections nationales, n'a jamais dépassé 30%. En 2012, l'addiction au premier tour, Hollande, Mélenchon et Vajoli faisait 43%. Deuxièmement, il faut le dire, la France insoumise est au centre de gravité de la gauche politique. Elle n'est pas au centre de gravité de la gauche des Français. Vous ne trouverez jamais, et on l'a encore reposé pour une enquête pour l'Humanité, qui n'est pas un journal de droite, en septembre dernier, une majorité de sympathisants de gauche, ou de gens qui se définissent comme étant de gauche, qui vont vous dire la police tue, il y a un racisme d'État, les émeutes sociales les émeutes de 2023 étaient des émeutes sociales justifiées, que l'abaya est un vêtement culturel, etc. Il y a ce problème de
d'inadéquation entre ce que souhaitent les sympathisants de gauche, je le montre dans mon livre avec Brice Sokol, qui sont attachés, comme les Français, à la sécurité, qui veulent être beaucoup plus durs sur la question migratoire, qui sont très attachés au service public, et l'offre actuelle de la gauche, où, à tort ou à raison, et c'est un coup de génie, LFI reste toujours le point central, et Jean-Luc Mélenchon reste, comme le disait Françoise de Gaulle, que vous avez reçu tout à l'heure, l'homme le plus riche du cimetière. Quand je dis ça, c'est le meilleur à gauche, mais dans l'incapacité de gagner un deuxième tour. Bien, et puis autre question, est-ce que Gabriel Attal, qui est plein de rancœur, va-t-il se désolidariser totalement d'Emmanuel Macron? Alors, je vais vous dire, je botte un peu en douche, c'est pas une question qui intéresse les Français. Moi, j'ai été frappé de voir... raison. On parlait tout à l'heure, Jean-Jacques, d'Édouard Philippe. Rappelez-vous, printemps-été 2020, ça y est, le couple PM, président, est en froid, il y a un divorce. Les Français ne le voyaient pas, ne le sentaient pas, ça ne les intéressait pas. C'est vrai que on a senti des tensions. Gabriel Attal a été le principal sacrifié par la décision du 9 juin de dissoudre l'Assemblée. Il a fait la campagne électorale pour le Bloc central, et c'est quand même largement grâce à lui que le Bloc central a été défait, mais s'en est tiré en nombre de députés. Aujourd'hui, il doit se réinventer. Il est moins visible, il est plus à Matignon. Le fait qu'il ait pris le parti est une très très bonne idée. Pour être candidat à une élection présidentielle, il faut une stratégie et une vision, il faut une offre et il faut une organisation. L'organisation, il l'a. Bien, les Français, parlons des Français pour terminer, puisque dans votre livre vous en parlez beaucoup. Frédéric Dabi, les Français sont insatisfaits, les Français sont souvent en colère, les Français sont distants maintenant, ont pris leur distance avec la classe politique. Mais moi j'ai une question un peu iconoclaste à vous poser. Comment un pays peut-il se développer quand tous les partis politiques ont électoralement intérêt à ce qu'il s'effondre ? C'est une excellente question. Je vais vous dire, les Français ne sont pas plus en colère que d'habitude. Ils sont beaucoup moins en colère. On a une enquête sur le moral social des Français avec Sud Radio et Fiducial depuis maintenant une dizaine d'années. La part de colère n'a jamais été aussi faible par rapport à ce qu'on voyait au moment des Gilets jaunes. Ce qui me frappe, je reprends votre terme, il y a une sorte d'indifférence. Et là, c'est terrible. Parce que nous vivons depuis le 7 juillet ce que j'ai appelé l'éclipse du politique. Depuis le 7 juillet, qu'est-ce qu'il y a eu ? Pas de traduction des résultats du 7 juillet avec cette chambre introuvable, la trêve olympique, le temps infini pour trouver un Premier ministre et un gouvernement, un Premier ministre populaire mais qui gouverne pas, qui ne fait rien. Les Français n'attendent plus grand-chose de la sphère politique nationale parce qu'aujourd'hui, et là, on oublie de le dire, nous sommes dans une crise économique, des valeurs, ce que l'on veut. On est aujourd'hui pour la première fois dans une crise politique. Le pays est bloqué. C'est pour ça que la petite musique sur un départ du président peut faire sens, parce que nous sommes dans une impasse. Comment arriver à un gouvernement stable quand nous avons 3 blocs à peu près équilibrés à 30-40 sièges près et où ils peuvent se liguer 2 contre 1, etc. Et c'est vrai que cette éclipse du politique est terrible parce que les Français sont un peuple politique. Mais la nature ayant horreur du vide, il y a 2 acteurs qui s'impose de manière incroyable du fait de cette éclipse du national, où le politique, à l'échelle nationale, ne joue plus son rôle. Il ne change plus la vie. Il ne transforme plus la vie des Français. Citez-moi une mesure concrète qui a été... Est-ce que le discours politique propose un récit collectif ? C'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Pour l'instant, non. Et donc, les Français se retournent vers 2 acteurs. Le maire de leur ville. Jamais la sphère politique locale a été jugée aussi crédible, autant à l'écoute, en capacité. Le maire, il change votre vie, il vous écoute, il est sur le terrain. Quand il fait des bêtises, entre guillemets, vous lui dites presque de vive voix. Et deuxième acteur, l'entreprise. Les entrepreneurs, on le voit dans le baromètre IFOP Fiducial sur les TPE, la vision du passé, idéologisée, très clivée sur la gauche et la droite, c'est terminé. La TPE, 94% du tissu entrepreneurial, vous la voyez sur le terrain, vous la voyez essayer, vous la voyez être tout à fait crédible sur les questions d'inégalité femmes-hommes, sur la santé. On attend de plus en plus de l'entreprise, mais le fait majeur, parce que personne ne peut le dire autour de cette table, en principe, le prochain scrutin, en principe, ce sont les municipales de mars 2026, sauf dissolution. Dans toutes les enquêtes que réalise l'IFOP à l'échelle locale, et certaines ont été publiées à Nice, à Toulouse, à Bordeaux, les maires sortants sont en position de force. Les maires sortants sont en position de force. Oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français ont besoin de stabilité. Exactement. Ont besoin d'autorité. Oui. Et ont besoin d'efficacité. Exactement. Dépassant tous les clivages, si j'ai bien compris, dépassant tous les clivages politiciens. Oui, et le drame, c'est qu'il y a une étanchéité absolue entre élus locaux
et élus nationaux. Est-ce qu'Emmanuel Macron a parlé des collectivités territoriales? Alors, on peut il n'a pas parlé du tout, alors qu'il y a 800 à 900 000 élus municipaux, pas seulement les maires. Vous savez qu'il n'y a que 1000 villes de plus de 10 000 habitants. L'élu municipal, c'est quelqu'un qui gagne rien et qui se démène pour sa ville à l'échelle d'une petite commune. Et c'est vrai que la fin du cumul des mandats a encore plus cimenté cette étanchéité. Il y a besoin d'oxygéner sa vie politique. Il y a besoin de récits collectifs et de montrer de nouveau que le politique à l'échelle nationale peut changer la vie. Je reprends le slogan mitterrandien du PS des années 70. Et de ce point de vue-là, la crise du politique, elle est là. C'est une crise du résultat. Le politique ne change plus la vie. Et c'est une crise de l'écoute. Puisque quand on regarde l'histoire politique depuis 20 ans, on a commencé notre entretien par le référendum du 29 mai, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites, les Français ne se sentent pas écoutés. Vous savez que les Français ne croient plus quand ils voient un homme politique aller se promener, rencontrer 3-4 Français, on fait de belles images, et c'est fini tout ça, ces débats, c'est fini. Alors que le maire, il a une proximité efficace. Mais évidemment, il est constamment en contact. Bien sûr. Est-ce que, ça sera la fin de notre entretien, Frédéric Dabi, mais c'est important, selon toutes vos enquêtes, est-ce que les priorités des Français sont toujours les mêmes? Est-ce que c'est le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité? Oui, clairement oui. Alors on va reposer, comme on le fait à chaque rentrée pour Sud Radio, ça sera publié la semaine prochaine, notre hiérarchie des priorités. La santé est la première des préoccupations depuis 2009, avant Covid. L'éducation est un niveau, vous en parlez tout à l'heure. La santé, première préoccupation même avant le Covid. Alors, cet imaginaire qui parfois peut vous agacer sur le déclin, la France qui tombe. Moi, ça parce que le mot déclin sans cesse. Qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on met derrière? Le déclin, c'est pas le grand remplacement, c'est une forme de déclassement, et c'est surtout le devenir de deux grands services publics, la santé, l'éducation, l'hôpital, l'école. Donc c'est un santé, deux éducations, trois pouvoirs d'achat, toujours largement devant le chômage, qui, malgré la remontée du nombre de demandeurs d'emploi du fait des plans sociaux, c'est toujours évaporé du discours des Français. L'injustice, c'est pas être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal, ce qui explique que le pouvoir d'achat arrive à un niveau très élevé. Voilà. Et puis la sécurité. Bien sûr, la sécurité, où là aussi, du quotidien, le clivage de droite s'est absolument effondré là-dessus. Quand on demande aux Français de raconter des faits d'insécurité, ils mettent souvent en scène des victimes qui ont une part réelle ou symbolique d'autorité de l'État. Un professeur, bien sûr, vous voyez de quoi je parle. On demande de l'autorité, les Français demandent de l'autorité. L'insécurité, c'est une forme d'impuissance de la part de l'État, et dans notre peuple éminemment politique, l'impuissance du politique, c'est dévastateur. Oui, c'est dévastateur, et les Français le sentent, et le voient, et le reprochent. C'est un reproche majeur. C'est un reproche majeur, l'autorité. Frédéric Dabi, c'était absolument passionnant. Est-ce qu'on peut dire que la France est en crise ou pas? Parce que je vois partout les titres, la France en crise. On le dit depuis maintenant 51 ans, depuis ces 30 piteuses qui ont suivi les 30 glorieuses. Le pays a de la ressource, du fait notamment de sa sphère locale. J'ai une dernière question que j'avais oublié de vous poser, mais il y aura aussi un grand moment, c'est le vote du budget. Exactement. C'est très important, un moment politique très important, le vote du budget. Parce que la dette continue à courir. On est à 3 385 milliards. Tout à fait. 70 milliards depuis le renversement de Michel Barnier. La dette, on le verra la semaine prochaine dans notre enquête, pardon pour le teasing, mais en septembre 2024, le sentiment de priorité sur la dette avait gagné 11 points par rapport à septembre 2023. Les Français en ont de plus en plus conscience. Merci Frédéric Dabi. Merci. Passionnant, vraiment passionnant. Rappelez-nous le titre de votre livre. Parlons-nous tous la même langue avec mon ami Brice Sokol. Voilà, aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup. Merci. Il est 8h57, vous êtes sur Sud Radio, après les infos. Patrick Roger.